Donc je vous transmets le bonjour des adhérents de l'association de philosophie du Havre, puisqu'effectivement au Havre aussi il y a une association de philosophie. Alors c'est pas exactement une université populaire qui existe depuis 11 ans. Et donc effectivement Denis vient régulièrement, tous les ans. Donc je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Alors, j'ai mis à votre disposition des textes de Montesquieu, plus le plan de la séance. Voilà, si vous avez besoin des textes, ils sont là, à votre disposition, et donc je vais commencer. Alors, effectivement, le thème, c'est Montesquieu, la République et la vertu, et j'ai entendu que vous alliez bientôt parler d'éducation républicaine. Alors là, nous allons en parler. Alors, qui ne se dit pas aujourd'hui républicain, hein? Tous les partis, les mouvements, les hommes politiques qui s'expriment sur la scène publique se proclament républicains. Le terme de république a tellement de succès qu'il entre même dans la dénomination d'un certain nombre de partis et de mouvements, puisque certains s'appellent même les républicains. Et puis j'ai vu aussi que l'année dernière s'était constitué un mouvement qui s'appelait La République en marche. Donc le terme a beaucoup de succès. Alors est-ce qu'il suffit pour autant de se proclamer républicain pour l'être réellement? C'est une autre affaire. Il semble que le terme soit d'autant plus utilisé qu'il n'est jamais d'ailleurs précisément défini. Alors avant de se proclamer républicain, la moindre des choses serait tout de même de définir exactement ce qu'on entend par là. Et c'est à cela que peut contribuer une réflexion philosophique. C'est à cela que peut contribuer justement aussi la lecture de l'Esprit des lois de Montesquieu, ce grand philosophe du XVIIIe siècle, mal connu, très peu connu, qui a rédigé son grand ouvrage l'Esprit des lois en 30 ans, et la première parution de l'Esprit des lois, c'est 1748. Alors cette lecture nous permettra de comprendre donc ce qu'on doit entendre par une république. Elle nous permettra aussi de voir à quelles conditions ce régime politique est véritablement possible. Et sur ce point, la réponse de Montesquieu est parfaitement claire, hein. Une république ne peut vivre et se maintenir que si elle repose sur ce qu'il appelle la vertu, c'est-à-dire l'amour des lois. Et en établissant que la vertu est, on verra le terme, hein, le principe de la République, Montesquieu montre qu'elle n'a pas d'autre existence, qu'elle n'a pas d'autre lieu que le cœur des citoyens. Réponse claire et ferme de la part de Montesquieu. Mais réponse qui pourrait paraître désespérante, parce que, vous le verrez, on peut avoir l'impression que pour Montesquieu, la République est aujourd'hui, en tout cas même déjà à son époque, un régime largement improbable, impossible à réaliser, dans les conditions qui sont désormais celles des grands États modernes. Étant donné non seulement la grandeur de ces États, mais aussi l'essor du commerce, avec le développement des inégalités que cela peut entraîner. Alors, effectivement, nous allons voir que Montesquieu insiste sur la fragilité des républiques. Elles sont fragiles dans la mesure où elles ont absolument besoin de la vertu des citoyens. Et dès que cette vertu disparaît, bien la République s'effondre. Comme le montre d'ailleurs l'extrait de l'Esprit des lois que je vous ai mis en exergue, hein, sur le plan. Hein. Je vous cite ces deux phrases hein, qui se trouvent au chapitre 3 du livre 3 de l'Esprit des lois. Lorsque cette vertu cesse, l'ambition entre dans les cœurs qui peuvent la recevoir, et l'avarice entre dans tous, et je vais à la dernière phrase, la République est une dépouille, et sa force n'est plus que le pouvoir de quelques citoyens et la licence de tous. Ainsi, si les citoyens, à commencer par ceux qui exercent des responsabilités, cessent d'aimer les lois, cessent d'être vertueux, eh bien, ils ne leur obéissent plus, bien sûr, et à ce moment-là, c'en est fini
de la République. Elle n'est plus qu'un vain mot, un mot vidé de son sens. Mais voyons, si vous voulez, d'abord les choses de plus près. Ce sera notre première partie. Pourquoi la vertu est-elle nécessaire à la République? Pourquoi ne l'est-elle pas à ce type de régime politique qui s'appelle la monarchie, par exemple, hein? Pourquoi elle est seulement indispensable à la République? Alors ici, pour bien comprendre ce que dit Montesquieu, il faut d'abord distinguer avec lui trois espèces de gouvernement. Le républicain, le monarchique, le despotique. Et tout cela est expliqué au livre 2 de l'Esprit des lois. L'étude de ces espèces de gouvernement exige en outre qu'on distingue leur nature de leurs principes. Ce sont les concepts utilisés par Montesquieu, hein. La nature d'un gouvernement, c'est, comme il le dit plus loin, c'est ce qui le fait être. C'est-à-dire, au fond, la nature d'un gouvernement, c'est sa structure. Ce sont les institutions, hein, qui le constituent. Et le principe du gouvernement, le principe d'un gouvernement, c'est, comme le dit Montesquieu, ce qui le fait agir. C'est-à-dire, au fond, son moteur. Montesquieu utilise aussi le terme de ressort. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que c'est que le principe d'un gouvernement? C'est la passion dominante qui, au fond, permet aux hommes d'obéir à ces lois. Et c'est grâce à cette passion que, au fond, ce gouvernement peut persévérer dans son être, pour employer une formule de Spinoza. C'est-à-dire, c'est grâce à ce principe que le gouvernement peut se conserver sans corruption, sans révolution. Alors, la République, là-dedans, c'est un des trois types de gouvernement. C'est une des trois espèces de gouvernement. Mais la République elle-même est une espèce de gouvernement qui peut avoir deux formes, la démocratie et l'aristocratie. Alors, qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, c'est la forme, si vous voulez, la plus pure, la plus exigeante de la République. Parce que le peuple, comme le montre Montesquieu, le peuple y est à la fois souverain et sujet. Je cite Montesquieu, lorsque dans la République, le peuple encore a la souveraine puissance, c'est une démocratie. Et il dit plus loin, le peuple dans la démocratie est à certains égards le monarque, à certains autres, il est le sujet. Ainsi, dans la démocratie, donc la forme la plus exigeante de la République, le peuple est souverain au sens où il vote les lois qu'il se donne, et il est aussi sujet au sens où il est assujetti aux lois, au sens où il est tenu d'obéir aux lois qu'il se donne. Alors, deuxième forme de République, l'aristocratie. C'est une forme de République moins exigeante. Il s'agit d'une république, je cite Montesquieu, dans laquelle la souveraine puissance est dans les mains d'une partie du peuple. Donc seule l'élite, en quelque sorte, ici, seule l'élite, seuls les nobles, si vous voulez, décident des lois. Le peuple est seulement sujet. Alors, maintenant que nous avons examiné la nature, hein, de ce qu'est le gouvernement républicain, il faut maintenant en venir au principe de ce gouvernement. Alors, la notion de principe joue un rôle très très important dans l'analyse politique de Montesquieu. Et ici, disons qu'il y a un contresens à ne pas commettre, le mot principe n'a pas le sens qui lui est d'ordinaire donné en philosophie, parce que quand on parle de principe en philosophie, on pense au principe d'une science, on pense aux propositions premières, hein, on pense au fondement de cette science. Ici, ce n'est pas le sens que lui donne Montesquieu. Le principe désigne ici la passion dominante, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La passion dominante qui anime un gouvernement, ce qui le fait agir, en mobilisant pour lui les gouvernants et les gouvernés. C'est elle donc qui favorise la conservation de ce gouvernement en rendant les individus capables d'obéir aux lois justement qui régissent ce gouvernement. Alors la nature d'un gouvernement est inséparable de son principe. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que des lois et des institutions
organise la structure de ce gouvernement, il faut aussi, pour que cette structure se maintienne, pour que les lois se maintiennent également, il faut aussi que ces lois soient soutenues par des passions. Il faut que ces lois soient soutenues par la passion qui va permettre aux hommes d'y obéir. Il faut que les hommes soient motivés, en quelque sorte, pour obéir aux lois. Et donc, vous voyez que la nature d'un gouvernement requiert un principe, c'est-à-dire que les hommes n'obéissent aux lois que s'ils sont motivés par la passion que requiert justement la nature de ce gouvernement. Et vous allez voir ainsi qu'à chaque espèce de gouvernement correspond à un principe spécifique, c'est-à-dire une passion dominante, un mode d'obéissance qui lui est particulier. Une république ne peut se conserver sans la vertu, une monarchie ne peut se conserver sans l'honneur, un gouvernement despotique ne peut se conserver sans la crainte. Vous voyez que la vertu, l'honneur et la crainte sont trois passions différentes, spécifiques, qui déterminent trois types d'obéissance selon, évidemment, à chaque fois, un type de gouvernement particulier. Alors, pour comprendre maintenant en quoi la vertu est nécessaire à la République, surtout à sa forme la plus exigeante qu'est la démocratie, et si vous voulez, maintenant je parlerai essentiellement de la démocratie, eh bien, il faut être attentif à sa nature. Comme l'explique Montesquieu, le peuple, dans la démocratie, c'est ce que je disais tout à l'heure, le peuple, dans la démocratie, est à certains égards le monarque, à certains autres, il est le sujet. Toute la difficulté est là. Parce qu'il est, à certains égards, le monarque, le peuple peut vouloir être monarque en refusant d'admettre qu'il est aussi sujet. C'est-à-dire assujetti aux lois qu'il se donne. Parce qu'il a le pouvoir de faire les lois, il peut se croire au-dessus des lois. Il peut être tenté de refuser qu'elles s'appliquent à lui. Il peut être tenté ainsi de leur ôter toute effectivité. Donc, vous voyez que la difficulté spécifique de la République, particulièrement de la démocratie, tient au rapport qui existe entre le citoyen et les lois. L'auteur des lois est aussi leur sujet. Et toute la difficulté se concentre là. Comment dès lors s'assurer de l'obéissance des citoyens? Le problème de l'obéissance aux lois ne se pose pas vraiment dans une monarchie. Une monarchie peut compter sur la seule force de ses lois, c'est ce que montrera Montesquieu. Le problème de l'obéissance ne se pose pas vraiment non plus pour un gouvernement despotique, puisque dans un gouvernement despotique, au fond, ne compte que la force brute. Le gouvernement despotique n'exige que la force brute. Donc l'obéissance n'est vraiment un problème que dans la République, particulièrement la démocratie, parce qu'il faudrait que les hommes soient capables, en quelque sorte, de s'autocontraindre. Il faudrait qu'ils soient capables de s'autocontraindre à obéir aux lois qu'ils se donnent. Alors, s'il n'y avait pas la vertu, eh bien, le problème serait insoluble. La vertu est justement la solution qui permet de surmonter ce problème, car elle est cette passion qui seule peut obtenir que celui qui est déjà monarque soit aussi sujet, en lui faisant aimer les lois qu'il est tenu de respecter. Vous voyez, la vertu fournit ainsi aux citoyens la motivation affective nécessaire pour obéir aux lois, alors même que ces lois vont à l'encontre de ses intérêts et de ses passions égoïstes. Donc seule la vertu peut conduire les citoyens à préférer l'intérêt général à leurs intérêts particuliers afin de faire prévaloir les lois. Et sans la vertu, en conséquence, la République ne peut pas subsister, car les citoyens n'ont plus aucune motivation pour obéir aux lois. Elle n'est plus alors qu'une structure sans vie. Mais
arrêtons-nous un instant sur ce fameux terme, de vertu. Parce que voilà un terme qui peut nous paraître aujourd'hui assez moralisateur et complètement désuet. Il nous paraît d'ailleurs souvent préférable d'employer à la place du terme de vertu l'expression esprit civique. Hein ? Mais est-ce que c'est vraiment la même chose ? Alors pour y voir plus clair, je crois d'abord qu'il faut lever une confusion. Le terme de vertu utilisé par Montesquieu n'a rien à voir avec la vertu morale ou la vertu chrétienne. Et dans l'avertissement ajouté à l'édition posthume de 1757, qui est destiné justement à répondre aux objections, aux critiques des censeurs, eh bien Montesquieu est très clair sur ce point. Je vous lis quelques extraits de cet avertissement. Pour l'intelligence des 4 premiers livres de cet ouvrage, il faut observer que ce que j'appelle la vertu dans la République est l'amour de la patrie, c'est-à-dire l'amour de l'égalité. Ce n'est point une vertu morale, ni une vertu chrétienne, c'est la vertu politique. Et il ajoute plus loin, enfin, l'homme de bien dont il est question n'est pas l'homme de bien chrétien, mais l'homme de bien politique qui a la vertu politique dont j'ai parlé. C'est l'homme qui aime les lois de son pays et qui agit par amour des lois de son pays. Vous voyez donc que, ici, Montesquieu est très clair, la vertu politique n'est ni la vertu morale, ni la vertu chrétienne, et d'autre part, les formules amour des lois, amour de la patrie, amour de l'égalité sont équivalentes. Aimer sa patrie, ce n'est pas glorifier, ce n'est pas se glorifier d'avoir des racines, ce n'est pas se glorifier d'être chez nous. Hein. La patrie n'est pas une ethnie. Mais c'est aimer les lois de son pays, et aimer les lois de son pays, eh bien c'est nécessairement aimer l'égalité de statut et de traitement que leur application implique pour tous les citoyens qui en font partie. Alors comme le terme de vertu paraît moralisateur et désuet, comme je disais tout à l'heure, on préfère parfois utiliser à la place l'expression « esprit civique ». En réalité, cette expression est beaucoup moins claire, car elle supprime la dimension affective, la dimension d'amour, qui, dans le terme de vertu, permet de comprendre pourquoi le citoyen se dévoue à la chose publique. La vertu, c'est l'amour des lois. La vertu, c'est une passion, et c'est une passion qui est une force. C'est une force qui mobilise. Et ici, il faut se rappeler que le mot vertu, à l'origine, eh bien, c'est un terme qui était employé par les Grecs et les Romains. Et ce terme désignait la force, la puissance, ou encore, comme chez Aristote, Éthique à Nicomaque, l'excellence dont un homme fait preuve dans l'accomplissement de son être. La vertu d'un homme, je cite Aristote, c'est l'excellence dont il fait preuve dans l'accomplissement de sa nature d'être raisonnable, sa nature d'être politique. Et de quelle manière fait-il preuve ici de son excellence, de quelle manière exerce-t-il sa vertu? Eh bien en étant capable de maîtriser ses passions et aussi en participant comme citoyen à l'exercice du pouvoir commun. Alors, effectivement, il y a cette filiation. Et on pourrait penser qu'en reprenant le terme de vertu, Montesquieu s'inscrit exactement dans la filiation de son illustre prédécesseur Aristote. À bien des égards, c'est vrai, Montesquieu est très proche d'Aristote. Mais ici, vous allez voir, il n'emploie pas le terme de vertu exactement de la même manière, exactement dans le même sens. Et la différence est très intéressante. Alors que pour Aristote, la vertu est une disposition acquise qui s'appuie sur l'intelligence, sur le jugement éclairé, alors qu'elle est pour Aristote, au fond, l'effet de la raison
sur l'affectivité des hommes, eh bien, pour Montesquieu, la vertu est seulement une passion, un sentiment. C'est la passion démocratique par excellence, celle qui permet aux démocraties de se conserver. Mais elle n'est pas le privilège des meilleurs, parce que c'est ainsi que les anciens considéraient la vertu. C'était une qualité, si vous voulez, qui distinguait les meilleurs. Elle n'est pas le privilège des meilleurs, elle n'est pas le privilège des hommes les mieux éduqués, les plus instruits. Elle est seulement un sentiment. Un sentiment qui s'acquiert certes par l'éducation, mais dont l'acquisition ne dépend pas de qualités intellectuelles élevées. Et là, je cite un texte très intéressant de Montesquieu, qui est le chapitre 2 du livre 5. Voilà ce qu'écrit Montesquieu. La vertu dans une république est une chose très simple. C'est l'amour de la République, c'est un sentiment et non une suite de connaissances. Le dernier homme de l'État peut avoir ce sentiment comme le premier. Quand le peuple a une foi de bonnes maximes, il s'y tient plus longtemps que ce qu'on appelle les honnêtes gens. Il est rare que la corruption commence par lui. Souvent, il a tiré de la médiocrité de ses lumières un attachement plus fort pour ce qui est établi. Vous voyez, ça change complètement par rapport aux anciens, par rapport à Aristote. Ici, la vertu est un sentiment que tous les hommes peuvent acquérir dans une république, mais évidemment, c'est un sentiment qui est difficile pour tout le monde. La corruption, comme l'indique Montesquieu, la corruption commence rarement par ceux qui ont le moins de lumière, par ceux qui ont le moins de connaissances. Elle commence rarement par le peuple. Elle tient d'abord aux élites. Et à l'appui de cette remarque, d'ailleurs, dans le livre 8, au chapitre 11, Montesquieu cite l'exemple des Crétois, dans l'Antiquité, qui, pour tenir les premiers magistrats, c'est-à-dire les gouvernants, pour tenir les premiers magistrats dans la dépendance des lois, n'hésitaient pas à utiliser contre eux le moyen de l'insurrection. De temps en temps, quand ils s'égaraient, le peuple s'insurgeait. Insurrection, et on les remettait dans le droit chemin, les magistrats. Voilà comment les choses se réglaient. Mais vous voyez, la corruption commençait toujours par les élites. Toujours est-il que, pour bien comprendre ce que Montesquieu entend par la vertu, il faut encore une fois insister sur sa dimension passionnelle. Et c'est la dimension passionnelle de la vertu qui fait toute sa force et son efficacité, puisque c'est grâce à elle, au fond, que la République peut se conserver. Et parce qu'elle est un attachement passionnel qui lie les citoyens à la République, eh bien la vertu les empêche d'être indifférents à son sort. Elle les empêche de se résigner aux exactions de leurs gouvernants. Vous voyez l'exemple des Crétois. Elle les empêche de se replier sur leurs intérêts particuliers. Une république où les citoyens s'accommodent de la corruption, où on considère que, ma foi, la corruption est dans l'ordre des choses, tous pourris, eh bien c'est une république qui dégénère. C'est une république qui n'est plus vraiment une république. Dans une république, chaque citoyen se sent personnellement porteur des lois et responsable de leur maintien. Je cite encore une fois Montesquieu, chapitre 3, livre 3. Dans un gouvernement populaire, celui qui fait exécuter les lois sans, le verbe est important, sans qu'il y ait soumis lui-même et qu'il en portera le poids. À cet égard, le contraste avec la monarchie est saisissant. Une monarchie a une structure inégalitaire. Je cite Montesquieu, dans une monarchie, celui qui fait exécuter les lois se juge au-dessus des lois. Elle peut se conserver sans exiger des citoyens, on devrait dire des sujets, elle peut se conserver sans exiger d'eux qu'ils se conduisent vertueusement. Alors que la République n'est rien sans la vertu des citoyens, qui la portent, eh bien la monarchie se conserve sans exiger d'eux le moindre effort. Texte de Montesquieu, l'État subsiste indépendamment de l'amour pour la patrie, il parle de la monarchie. Les lois y tiennent la place de toutes ces vertus dont on n'a aucun besoin. L'État vous en dispense. Donc il suffit à la monarchie
que les nobles satisfassent leur honneur, et l'honneur est une passion parfaitement égoïste. Il n'est pas nécessaire, dans une monarchie, dit encore Montesquieu, d'aimer l'État pour lui-même. Il suffit d'aimer passionnément son rang et ses privilèges pour être à peu près bon citoyen. Alors effectivement, on pourrait toujours se demander si nos républiques actuelles ne sont pas plutôt des monarchies de ce genre-là. Bon. Toute proportion gardée. Hein. Alors maintenant, évidemment, deuxième moment de mon propos, et j'espère que je ne suis pas trop long. S'il faut que les citoyens soient vertueux dans une république, s'il faut qu'ils soient prêts à sacrifier leurs intérêts et leurs passions égoïstes à l'intérêt général, comment faire pour qu'ils le deviennent et comment faire aussi pour qu'ils le demeurent? C'est incontestablement le problème le plus difficile à résoudre. Car il faut d'abord souligner que la vertu est une chose très pénible. C'est une chose très pénible. Montesquieu le souligne. Je cite, chapitre 5, livre 4. La vertu est un renoncement à soi-même qui est toujours une chose très pénible. L'homme est spontanément un être égoïste. Il n'est pas spontanément citoyen. Sa première inclination est de veiller uniquement à ses intérêts particuliers. Il faut donc une éducation pour arracher l'homme à son inclination première et le rendre capable de sacrifier ses intérêts particuliers à l'intérêt général. Et cette éducation revient à opérer une véritable métamorphose de l'homme en citoyen. C'est elle, en tout cas, que doit accomplir la République pour se conserver. Vous voyez que la question de l'éducation va être centrale dans une République. L'éducation n'a pas une aussi grande importance dans les autres types de gouvernement. Dans une monarchie, bon, il suffit d'apprendre à se conformer aux règles de l'honneur, au code de bonne conduite. Dans un gouvernement despotique, de toute façon, il n'y a pas d'éducation. Hein. L'abrutissement tient lieu ici d'éducation. À l'inverse, évidemment, si nous considérons la République, et la formule est très célèbre, elle est souvent citée, mais coupée de son contexte, elle n'a pas le même sens. Donc je cite Montesquieu, à l'inverse, donc toujours chapitre 5 du livre 4, c'est dans le gouvernement républicain que l'on a besoin de toute la puissance de l'éducation. Hein, je recite, c'est dans le gouvernement républicain que l'on a besoin de toute la puissance de l'éducation. Et pourquoi? Parce qu'il s'agit d'opérer, comme je vous le disais tout à l'heure, une véritable conversion de l'homme en citoyen, une véritable métamorphose de l'homme en citoyen. Il s'agit de produire chez chaque citoyen la vertu. Mais ici, bien sûr, c'est très difficile. Et il y a un cercle dont Montesquieu est tout à fait conscient. Comment en effet élever les jeunes générations à la vertu si leurs parents et leurs maîtres ne sont pas déjà vertueux eux-mêmes? Comment des citoyens déjà corrompus pourraient-ils en effet transmettre à leurs enfants un véritable amour des lois? Il ne suffit pas d'invoquer la citoyenneté, il ne suffit pas d'invoquer la République, d'invoquer des valeurs communes à l'école pour construire des citoyens si la société est déjà corrompue. Je cite à nouveau Montesquieu, « Ce n'est point le peuple naissant qui dégénère, il ne se perd que lorsque les hommes faits, les hommes adultes, sont déjà corrompus. » Comment prétendre élever la jeunesse à la vertu citoyenne? Comment l'élever à des valeurs communes si la société qu'on leur propose comme modèle est une société où les valeurs communes n'ont strictement aucun sens? Où le seul horizon de réussite sociale, c'est celui de la compétitivité des individus et des entreprises. Hein, puisque je pense à notre époque. Bon. Toujours est-il que l'éducation donc va devoir produire une véritable métamorphose de l'homme en citoyen. Alors de quelle manière précise l'éducation peut-elle produire la vertu? Alors comme l'explique Montesquieu, c'est dans les chapitres 2 et 3 du livre 5, la vertu est une passion qu'on ne peut obtenir qu'au prix de la répression de passions égoïstes.
nos passions égoïstes ordinaires. Et ici, le propos de Montesquieu est assez étrange. Il ressemble étrangement à celui que Freud produira dans ses essais sur la culture, où Freud parle de répression, de sublimation. Je ne sais pas si vous connaissez ces textes. C'est-à-dire, au fond, vous allez voir qu'il s'agit d'opérer un déplacement de l'énergie passionnelle. Alors, il ne dit pas l'énergie libidinale, mais enfin, on y pense. Hein. Il s'agit d'opérer donc un déplacement de l'énergie passionnelle, initialement investie sur des objets particuliers, vers un objet général, sur un objet général, et cet objet général, c'est la patrie. Je vous cite Montesquieu. « Moins nous pouvons satisfaire nos passions particulières, plus nous nous livrons au général. » Je reprends cette formule. « Moins nous pouvons satisfaire nos passions particulières, plus nous nous livrons au général. » C'est-à-dire que, l'exemple, moins nous pouvons satisfaire notre cupidité, notre ambition personnelle, et plus nous pouvons déplacer leur énergie vers un objet général qui est l'amour de la patrie. Et dans un texte très étonnant, très étrange, Montesquieu n'hésite pas à comparer la démocratie à un monastère et les citoyens à des moines. C'est le chapitre 2 du livre 5. Les citoyens, dans une démocratie, on peut les comparer à des moines qui, contraints de renoncer à leur passion particulière, finissent par aimer la règle qui, au départ, leur paraissait insupportable. Ils finissent par aimer l'ordre, qui, au début, évidemment, ne pouvait que leur paraître pénible. Processus de sublimation. Vous voyez ? Alors, quelles sont les passions que doit transformer l'éducation pour produire la vertu? Elles sont au nombre de 2. Vous avez ce que Montesquieu appelle, ce qu'on appelle à l'époque l'avarice, mais l'avarice, comprenons ici la cupidité, l'avidité des richesses. Donc vous avez d'abord l'avarice et ensuite l'ambition. Alors, prenons l'avarice, donc la cupidité. Eh bien, l'éducation, je vais dire l'éducation républicaine, mais c'est un pléonasme, l'éducation transforme l'avarice en amour de la frugalité. De quelle manière? Je cite Montesquieu, en bornant le désir d'avoir à l'attention que demande le nécessaire pour la famille, pour sa famille. Et en apprenant aux citoyens, je cite encore Montesquieu, en apprenant aux citoyens à partager les mêmes avantages, goûter les mêmes plaisirs et former les mêmes espérances. D'ailleurs, au lieu de chercher à enrichir leur patrimoine particulier, au lieu d'entrer dans des relations de concurrence les uns avec les autres, les citoyens préfèrent agrandir le trésor public. Ils se réjouissent des dépenses publiques que leur patrie peut de cette manière engager. À quoi reconnaît-on la santé d'une démocratie? Eh bien au fait qu'elle consacre beaucoup de choses, qu'elle consacre beaucoup de richesses à la dépense publique. Les hôpitaux, les écoles, les musées, les services publics. Bon, évidemment, ce n'est pas des exemples que cite Montesquieu, mais on y pense. Et je cite Montesquieu, si vous voulez. Ainsi, les bonnes démocraties, en établissant la frugalité domestique, ont-elles ouvert la porte aux dépenses publiques, comme on fit à Athènes et à Rome. C'est-à-dire, dans une république, on ne met pas en avant l'initiative privée. On ne dénonce pas le poids de la dépense publique. On s'honore tout au contraire de lui consacrer l'essentiel de ses richesses. On est fiers d'avoir de beaux musées, on a de beaux services publics. Bon, on n'a pas besoin d'avoir plus que le voisin en matière de téléphonie, ou je sais pas, de voiture, mais par contre, on s'honore d'avoir des services publics magnifiques, dispendieux. Rien n'est assez beau de ce point de vue-là. C'est ça qui est le plus important dans une démocratie. Et d'ailleurs, à Athènes, c'est comme ça que ça se passait. Les gens qui avaient un peu plus que les autres s'honoraient de dépenser leur richesse et de la mettre à la disposition des autres, le jour des grandes fêtes.
hein, où il y avait des pièces de théâtre. Bon, voilà, ça c'est important. Une toute autre mentalité. Alors l'éducation républicaine, je dis encore que c'est un pléonasme, hein, l'éducation républicaine transforme également l'ambition en lui faisant changer d'objet. Elle ne peut plus être l'ambition personnelle, elle doit devenir l'ambition de servir la patrie. Mais attention, que tous les citoyens doivent servir la patrie ne signifie pas que tous peuvent et doivent lui rendre des services égaux. L'égalité républicaine ne consiste pas à effacer les inégalités de services rendus, les inégalités de talent, je cite Montesquieu. Ainsi, les distinctions y naissent du principe de l'égalité, lors même qu'elle paraît ôtée par des services heureux ou par des talents inégaux. C'est-à-dire que l'égalité républicaine n'a rien à voir avec l'égalitarisme, qui nie aussi bien le talent que le mérite. Elle n'exige pas que les citoyens se bornent à un minimum de compétences communes, mais tout au contraire, elle exige qu'ils puissent développer leur talent et donner chacun à sa patrie le meilleur d'eux-mêmes, autant qu'ils peuvent. Enfin, évidemment, l'éducation ne suffit pas. L'éducation ne suffit pas à produire la vertu et à maintenir la République. Il ne suffit pas d'élever les citoyens à la vertu, il faut aussi soutenir la vertu par des lois et des institutions qui la confortent. Il est ainsi nécessaire d'établir des lois qui maintiennent l'égalité des fortunes et qui évitent le développement du luxe. Et dans le livre 5, je ne vais pas m'étendre là-dessus, Montesquieu aborde des lois agraires. Il y a d'abord des lois agraires qui, dans une république, divisent les terres. Il y a ensuite des lois somptuaires qui répriment le luxe. Et puis enfin, il y a des lois de succession qui assurent le partage des richesses. Mais là non plus, ces lois ne suffisent pas. Ces lois ne suffisent pas. L'éducation et les institutions risquent de rester inopérantes si la République ne surveille pas les mœurs des citoyens. Alors ça, c'est un discours qui va beaucoup moins nous plaire. La République ne peut se conserver par la seule force des lois qui garantissent l'existence de l'égalité et de la frugalité. Elle exige encore des institutions chargées de ce que Montesquieu appelle le dépôt des mœurs. En d'autres termes, si vous voulez, il faut des censeurs. Il faut des censeurs, il faut des gardiens de la vertu. Il faut des gardiens de la vertu capables d'exercer une vigilance constante qui évite à la République de dégénérer. Je cite Montesquieu, chapitre 7, livre 5. Il faut que des censeurs, comme à Rome, dit-il, rétablissent dans la République tout ce qui a été corrompu, qu'ils notent la tiédeur, qu'ils jugent les négligences et corrigent les fautes, comme les lois punissent les crimes. Alors s'il s'avère que l'un d'entre vous tout de même est un peu tiède dans la manière dont il obéit aux lois, dans la manière dont il obéit aux lois, je lui ferai remarquer qu'il faudra qu'il se reprenne. Hein, bon, vous voyez, il ne suffit pas d'obéir aux lois, il faut aussi montrer du zèle, hein, à leur obéir. Vous voyez que la conservation ici des républiques exige l'entretien d'une morale publique extrêmement rigoureuse, car comme le dit Montesquieu au livre 5, chapitre 19, je cite, « Ce ne sont pas seulement les crimes qui détruisent la vertu, mais encore les négligences, les fautes, une certaine tiédeur dans l'amour de la patrie, des exemples dangereux, des semences de corruption, ce qui ne choque point les lois, mais les élude, ce qui ne les détruit pas, mais les affaiblit. » Alors comment s'explique maintenant la corruption d'une république? L'histoire agit toujours dans le sens d'un déclin, du déclin des corps politiques. Elle expose toujours les corps politiques à la corruption, à leur propre corruption. Alors, ici, le terme de corruption n'a pas le sens moral
qu'il avait lorsque je vous parlais de la vertu dans la République. Hein. La corruption ici signifie tout simplement le dérèglement, le dysfonctionnement, je dirais la dislocation d'un gouvernement. Hein. Et c'est en ce sens-là que Montesquieu parle de la corruption des gouvernements dans l'esprit des lois. Alors, Montesquieu explique au livre 8, chapitre 1, très court ce chapitre, il se résume à cette formule: la corruption de chaque gouvernement commence presque toujours par ses principes. Or, comme on l'aura compris, la République est peut-être le régime le plus fragile. Et il est d'autant plus fragile qu'il repose au plus haut point sur son principe, qui est la vertu. Et la corruption de la vertu entraîne très très rapidement sa perte. Et le symptôme le plus manifeste de la corruption ici du gouvernement républicain, eh bien c'est le non-respect des lois. Je cite Montesquieu, chapitre 3, livre 3. Lorsque dans un gouvernement populaire, démocratie, les lois ont cessé d'être exécutées, eh bien, comme cela ne peut venir que de la corruption de la République, l'État est déjà perdu. Plus précisément, le risque de corruption est double, car la vertu politique, peut se perdre par excès ou au contraire par défaut. Par excès, c'est-à-dire par l'esprit d'égalité quand il devient extrême, ou par défaut, c'est-à-dire par l'esprit de l'inégalité qui produit lui aussi la dégénérescence de la République. Alors voyons les deux cas. La vertu donc se perd d'abord par excès, c'est-à-dire par esprit d'égalité extrême, lorsque le désir d'égalité devient désir de nivellement et refus de toute hiérarchie. Or, le véritable esprit d'égalité ne consiste pas, je cite Montesquieu, à faire en sorte que tout le monde commande ou que personne ne soit commandé, mais à obéir et à commander à ses égaux. Or, la République se corrompt lorsque les hommes ne veulent plus seulement être égaux en tant que citoyens, mais lorsqu'ils veulent également être égaux comme magistrats, comme sénateurs, comme juges, comme pères, comme mari, comme maître, évidemment. Le texte a une petite résonance sexiste, mais enfin bon, on est au XVIIIe siècle. Hein. La vertu se perd également par défaut d'égalité et de frugalité, avec l'introduction du luxe et le désir des jouissances matérielles. Je cite Montesquieu, chapitre 2, livre 7. À mesure que le luxe s'établit dans une république, l'esprit se tourne vers l'intérêt particulier. À des gens à qui il ne faut rien que le nécessaire, il ne reste à désirer que la gloire de la patrie et la sienne propre. Mais une âme corrompue par le luxe a bien d'autres désirs. Bientôt, elle devient ennemie des lois qui la gênent. Les lois apparaissent à partir de ce moment-là comme des carcans intolérables qui freinent l'initiative individuelle. Je cite Montesquieu, on était libre avec les lois, on veut être libre contre elles. Ce qui était règle, on l'appelle gêne. Évidemment, l'actualité ici entre en résonance avec le propos de Montesquieu, parce que vous voyez bien que les valeurs publiques perdent tout véritable sens au regard des nouveaux critères individualistes du jugement moral. Hein. Effectivement, aujourd'hui, il faut libérer les énergies en supprimant les lois qui sont désignées comme un véritable carcan. Maintenant, le problème que nous allons aborder, c'est le dernier, c'est celui de savoir si la vertu nécessaire aux républiques est encore possible dans les sociétés modernes. Les risques de corruption de la République sont tels qu'on peut se demander si elle est un régime réalisable dans les conditions qui sont celles des États modernes. Pour préserver la vertu,
les démocraties antiques, auxquelles fait souvent d'ailleurs référence Montesquieu, hein, les démocraties antiques étaient contraintes d'adopter deux types de solutions qui nous paraissent aujourd'hui impraticables. D'une part, elles devaient exercer une surveillance constante des mœurs, comme nous l'avons vu, et puis d'autre part, elles devaient se tenir dans les limites d'un tout petit territoire. Pour Montesquieu, une république ne peut pas exister sur un grand territoire. Or, comme le montre Montesquieu, effectivement, au livre 9, chapitre 1, la République est confrontée ici à un véritable dilemme. Ou rester républicaine en se limitant à un petit État, mais à ce moment-là, effectivement, les citoyens se connaissent tous, ils pratiquent d'autant mieux la vertu, bon c'est vrai, mais si la République reste sur un petit territoire, elle s'expose à périr par une force étrangère. Elle risque d'être conquise par un autre État plus puissant. Ou alors, se renforcer en s'agrandissant, mais à ce moment-là, c'est au risque de perdre son caractère républicain en corrompant la vertu, effectivement, c'est ça qui risque de se passer, et c'est ce qui est arrivé à la République romaine, hein, en s'étendant. Comme l'explique Montesquieu, au chapitre 16 du livre 8, je cite, « Il est de la nature de la République qu'elle n'est qu'un petit territoire. Sans cela, elle ne peut guère subsister. » Et il va plus loin il dit la chose suivante, « Dans une petite république, le bien public est mieux senti, mieux connu, plus près de chaque citoyen, les abus y sont moins étendus et par conséquent mieux protégés. » Vous voyez que la vertu est exclue dans les grands États. Or, pour l'essentiel, les États modernes sont de grands États. Et par ailleurs, le développement économique y entraîne le plus souvent l'accroissement des richesses et des inégalités. Et c'est là une cause supplémentaire qui semble bien exclure la vertu des temps modernes. Certes, il y a du temps de Montesquieu, il y a à l'époque de Montesquieu quelques exceptions qu'il cite volontiers. Il y a quelques frugales républiques commerçantes, comme la Hollande, au siècle précédent, au XVIIe siècle, ou comme Genève. Mais pour Montesquieu, ce sont là des exceptions. La République est un régime qui appartient plutôt au passé. La vertu paraît désormais largement improbable, étant donné l'essor du commerce. Et comme il l'explique d'ailleurs au chapitre 1er du livre 20, consacré donc à la question du commerce, le commerce adoucit certes les mœurs, mais il les corrompt également. Je cite exactement un passage de ce chapitre, voilà ce qu'il écrit. « Le commerce corrompt les mœurs pures, c'était le sujet des plaintes de Platon, effectivement dans la République, c'était le sujet des plaintes de Platon. Donc il corrompt les mœurs pures et adoucit les mœurs barbares, comme nous le voyons tous les jours. » Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en favorisant la corruption des mœurs, le commerce menace la modernité tout entière. Je cite encore un autre passage tout à fait remarquable, qui va être d'ailleurs repris par Rousseau. Chapitre 3, livre 3. « Les politiques grecs qui vivaient dans le gouvernement populaire ne reconnaissaient d'autre force qui pût les soutenir que celle de la vertu. Ceux d'aujourd'hui ne nous parlent que de manufacture, de commerce, de finance, de richesse et de luxe même, pour ne pas parler des start-up. » Donc, Montesquieu en arrive à la conclusion qu'il faut bien désormais admettre la disparition de la République. On ne dit pas qu'elle est absolument impossible, elle est improbable, dans les conditions qui sont celles de la modernité. Elle est une chose admirable, mais c'est une chose admirable dont
dont les hommes modernes sont désormais incapables. Je cite encore un autre passage, chapitre 4, livre 4. La plupart des peuples anciens vivaient dans des gouvernements qui ont la vertu pour principe. Et lorsqu'elle y était dans la force, on y faisait des choses que nous ne voyons plus aujourd'hui et qui étonnent nos petites âmes. Formule remarquable. C'est-à-dire que la République est désormais donc impossible parce que la vertu est devenue hors de portée de nos petites âmes. Nos petites âmes d'hommes modernes qui n'ont plus d'autre motivation que la satisfaction de leurs intérêts particuliers. Voilà le diagnostic sévère ici que porte Montesquieu sur la modernité. Alors en guise de conclusion, je ne prétends pas conclure, hein, mais enfin en guise de conclusion, je dirais les choses suivantes. S'il est vrai que Montesquieu reconnaît, que la vertu est le principe sans lequel une république ne peut pas exister, il ne fait pas pour autant de la République le seul régime politique valable. Il ne place pas la question de la vertu au centre de son questionnement. Alors évidemment, quand on lit les 5 premiers livres de l'Esprit des lois, on a l'impression que c'est ça qui est au centre du questionnement. Mais c'est pas... après, c'est plus du tout le cas. Hein. Et même, on pourrait dire que Montesquieu a plutôt tendance à penser que la monarchie est le régime le plus approprié au temps moderne. Alors, est-ce que nous avons, nous, des républiques, ça, je vous laisse le soin d'en parler. Hein. Mais pour lui, effectivement, nos régimes s'apparenteraient plus à des espèces de monarchies. Hein. Mais de façon générale, jamais Montesquieu ne se pose la question de savoir quel est le meilleur régime politique dans l'absolu. Le problème essentiel pour lui, c'est d'éviter qu'on tombe dans le pire des régimes. Et le pire des régimes, c'est le despotisme. Sa préoccupation essentielle, c'est de réfléchir aux conditions qui seules garantissent la liberté politique des citoyens et qui leur permettent d'échapper à l'arbitraire. C'est ça son problème essentiel dans l'esprit des lois. Et de ce point de vue, la République, et surtout la démocratie, lui paraît un régime dangereux. Un régime dangereux dans la mesure où le peuple risque d'exercer un pouvoir absolu, un pouvoir sans limite, dans la mesure où il risque de concentrer tous les pouvoirs, législatifs, exécutifs, judiciaires. La démocratie, c'est un régime qui peut, pour Montesquieu, basculer très vite dans ce qu'il appelle le despotisme de tous, où chacun est à la merci de tout le monde. Et disons, la pire des choses dans une démocratie, c'est les tribunaux populaires. Vous pouvez être accusé de n'importe quoi, selon les passions des uns ou des autres. Alors aussi étonnant que cela puisse paraître, quand Montesquieu définit la liberté politique, eh bien il ne la définit pas comme le pouvoir de faire les lois. Il ne la définit pas comme le pouvoir de faire les lois, mais seulement comme le sentiment de sûreté, de sécurité dont on jouit quand on est protégé par des lois. C'est-à-dire que pour Montesquieu, la volonté d'un homme, ou d'ailleurs quel que soit le détenteur de la volonté est toujours dangereuse. Celui qui décide par sa volonté est toujours tenté d'abuser. Il ne suffit pas que les gouvernants soient vertueux dans une république pour éviter ce que Montesquieu appelle l'abus de pouvoir. Je cite chapitre 4, livre 11. Qui le dirait? La vertu même a besoin de limites. Qui le dirait? La vertu même a besoin de limites. C'est-à-dire que sans une constitution qui distribue dans des mains distinctes les différentes puissances que sont la puissance législative et la puissance exécutrice, sans la séparation du pouvoir judiciaire d'avec les deux autres, eh bien même les plus vertueux des gouvernants d'une république risquent d'attenter à la liberté des citoyens. C'est-à-dire qu'il importe à Montesquieu que les pouvoirs au sein d'un État soient dans des mains différentes. Il importe à Montesquieu que les pouvoirs s'équilibrent au sein d'une constitution.
pour que la liberté des citoyens soit garantie. Alors il y a bien un homme politique qui, au XVIIIe siècle, à la Révolution française, peut être considéré comme un disciple de Montesquieu, tout en trahissant Montesquieu, tout en s'écartant considérablement de Montesquieu. Il prolonge la réflexion de Montesquieu dans ses écrits. Je parle de Robespierre. Robespierre est un lecteur très fidèle à Montesquieu, qui a bien compris ce que disait Montesquieu sur la République. Mais il refuse de considérer, comme Montesquieu, que la République est une chose désormais du passé. Il considère qu'il est possible de réaliser la République dans un grand État. La France est un grand État. Alors effectivement, il ne suit pas du tout Montesquieu dans ses considérations sur la nécessité de diviser, d'équilibrer les pouvoirs. Hein. Là, il est plutôt hostile aux conclusions de Montesquieu sur ce terrain-là. Mais il prétend établir la République et instaurer la vertu dans le contexte inédit d'un grand État moderne avec la Révolution. La grandeur du territoire n'est pas pour lui un obstacle rédhibitoire. Le seul problème qui se pose, problème majeur qu'il va falloir résoudre, c'est celui qui consiste à combattre la corruption morale des gouvernants. Et ici, il suit très bien la leçon de Montesquieu. Montesquieu l'avait bien vu. La corruption ne commence pas par le peuple. Elle commence par l'élite, par les gouvernants. Les magistrats, ce qu'on appelle les magistrats, c'est les gouvernants. Les magistrats risquent toujours de se détourner du bien public. D'où la nécessité de protéger le peuple de ses ennemis, des usurpateurs, des intrigants. Bon. Et c'est pourquoi, évidemment, c'est la solution robespierriste, il va falloir mettre en pratique une politique de la terreur au service de la vertu. Et comme la vertu ne peut pas se suffire à elle-même, il s'agit d'instaurer une république. Il faut lui associer la crainte qui normalement est réservée au despotisme. Il faut parvenir par la terreur à dompter en quelque sorte les ennemis de la liberté. Il faut, grâce à la terreur, je dirais, gagner la bataille de la liberté contre la tyrannie. Voilà comment Robespierre peut être considéré, en un sens, oui, comme un héritier de Montesquieu, enfin de ses analyses, je veux dire, même si, bien sûr, ils utilisent d'une toute autre manière. Voilà, je vous remercie et puis je suis à vos questions. Ça a été trop long, ça. Si vous avez des questions. Voilà. Il faudra que je prenne l'autre. À ce moment-là, je reprends celui-ci. Ouais. Non, celui-là, il est parti. Ah bah oui. En tout cas, d'abord, merci pour cet exposé. Très intéressant. Et tu as bien fait ressortir les parentés qui peuvent exister dans toute la filiation des républicanistes, et en particulier, toute une partie de ton exposé m'a fait irrésistiblement penser à Machiavel. On devrait rappeler d'ailleurs que Montesquieu, il a fait comme Machiavel, il a fait un grand essai sur les Romains. Et c'est la même filiation, tout à fait intéressante. Et puis évidemment, je crois que tout le monde a saisi aussi l'actualité du propos. Il ne s'agit pas simplement d'un propos oui, historique. Mais enfin, Montesquieu serait plutôt macronien par dépit tout de même. Enfin non, je n'irai pas jusque-là, mais enfin je le fais parler. Non, pas non plus. Mais enfin, c'est vrai que d'une certaine manière, il ne croit pas qu'on puisse instaurer une république avec tout à fait, fondée sur la vertu, ça c'est clair. Ouais. Puis dernier point, avant de passer le micro, il y a un des candidats à la présidentielle qui avait écrit un petit livre sur la vertu. Oui. Avant l'élection. Mais il ne cite pas Montesquieu. Non. J'ai regardé. Bon. Qui veut intervenir?
Oui, c'est surtout le mot vertu qui me fait, parce que vertu, on pense tout de suite à une passion, et alors qu'il faut plutôt faire appel à la raison. Et bon, je comprends que Robespierre, lui, était plutôt un passionné qu'un vrai vertueux. Oui, mais attendez, là je suis pas d'accord avec vous. Est-ce que Montesquieu dit bien que la vertu, c'est une passion, et que la raison en fait, n'y intervient pas vraiment. Elle n'y intervient pas. C'est en ce sens qu'il s'écarte de la lecture que les anciens faisaient de la vertu. La vertu, pour les anciens, la vertu, c'était tout de même je dirais une force d'âme qui caractérisait surtout les individus de qualité. Hein. Bon, là, c'est pas du tout comme ça. Il démocratise la vertu, si on peut dire les choses, de cette manière-là. Oui, alors que chez Machiavel, la virtus, c'est ce qui est quand même la qualité propre du prince, qui unit quand même le courage et la ruse, et le sens de l'opportunité aussi. Il ne faut jamais oublier ça. Alors là, c'est le peuple, la vertu. Oui, là c'est le peuple, effectivement, ça c'est différent. Le peuple, enfin tout le monde. Tout le monde, c'est pas... tout le monde peut être vertueux, mais pas spécialement ceux qui sont les meilleurs. Ça, on ne s'aperçoit pas de ça hein, quand on lit Montesquieu. Et on a toujours tendance, même, je voyais Althusser, hein, qui fait le contresens, il voit dans la vertu, au fond, une sorte de, je dirais, de qualité propre à ceux qui raisonnent, réfléchissent. Ce qui est curieux, c'est que les grandes réalisations dont les citoyens pouvaient être fiers, elles ont été faites plus par l'Empire romain que par la République. Le pain et les jeux de cirque, c'est en fait plutôt l'Empire que la République. Donc il y a une contradiction. Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Il y a tout de même un prolongement. Ouais. C'est pas simple non plus. Nous, rétrospectivement, on s'est bien coupé les deux, mais je ne suis pas certain que les Romains les pensaient comme nous. Parce que les institutions de la République demeurent, même sous l'Empire. Elles s'étendent. Voilà, hein. Elles s'étendent à des peuples hétérogènes. Oui. Et toutes les villes, ce qui est très curieux, c'est que toutes les villes vont être administrées sur le même mode que Rome. Partout, on va avoir un sénat, des consuls. Donc c'est un peu... Voilà, on ne peut pas dire qu'il y avait la République, puis après l'Empire, comme nous, voilà. Après, on a eu la même chose. Hein. Napoléon a enflammé les passions. Oui. 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 Et tout à fait. Alors, par contre, il y a une lecture de Montesquieu qui est toujours très, très, très parcellaire. Enfin, dans les études au lycée et à l'université, c'est toujours les mêmes textes qu'on lit. Et on fait de Montesquieu un philosophe libéral qui fait l'apologie de la monarchie anglaise, ce qui est un contresens. Il ne fait pas de la monarchie anglaise un modèle, parce que pour lui, il n'y a pas de modèle. C'est un contresens de parler de modèle. Pour lui, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas le meilleur gouvernement dans l'absolu. Chaque gouvernement convient aux dispositions particulières d'un peuple. C'est-à-dire le bien est relatif en politique, il n'y a pas de bien absolu. Alors, et la monarchie anglaise, il dit bien qu'elle a ses défauts tout de même, elle est menacée par le péril d'une liberté extrême. Hein, parce qu'elle est pas loin d'être une république. Hein. Attention, c'est dangereux ça. Et il préfère de très loin, si on lit vraiment Montesquieu jusqu'au bout, si on regarde bien le livre 19, préfère la monarchie française. Hein. Enfin, préfère. C'est idiot de parler comme ça. Mais il montre bien que la monarchie française est un régime tempéré, qui est tout à fait, qui correspond parfaitement aux dispositions particulières du peuple français. Et donc ça, c'est vrai qu'il y a une lecture
qui a été faite ensuite de Montesquieu, qui consistait à l'inscrire dans une sorte de, oui, de filiation libérale. Hein, alors qu'il n'est pas du tout, on ne peut pas considérer que c'est un philosophe libéral. Le libéralisme présuppose d'abord une définition de l'individu avec des droits naturels imprescriptibles que l'État est censé effectivement ensuite garantir. Or, c'est pas que de cette manière-là du tout que Montesquieu raisonne en politique. Il ne parle pas de l'individu. Il ne parle jamais de l'individu. Oui, c'est vrai que les fédéralistes ont lu vraiment beaucoup Montesquieu, pas seulement. Hein. Il est souvent cité par Madison, enfin il y a plein de débats à ce sujet, et il aurait inspiré en partie, oui, effectivement, la Constitution américaine. C'est vrai. Et d'ailleurs, comment Robespierre, lorsqu'il pense à Montesquieu, il pense à ça hein, aussi, à la manière dont il a été lu et compris. Et appliqué en quelque sorte. Hein. Entre eux ? Entre Robespierre et Montesquieu, est-ce que vraiment il y a des citations explicites ? Oui. Oui. Parce que entre oui, il y a un texte de février 1994. Oui. Bon, je ne l'ai pas là, hein, où Robespierre, effectivement, cite... Enfin, en fait, comment dirais-je, il reprend des citations entières d'Esprit des lois sur la vertu, sur la démocratie, mais en y ajoutant quelque chose d'absolument nouveau. J'avais retenu la formule, enfin, en disant qu'au fond, la vertu a produit des prodiges dans l'Antiquité, mais elle va en produire aussi encore mieux aujourd'hui dans notre État moderne, enfin dans la France révolutionnaire, etc. C'est la seule différence qui existe entre son texte et puis ce que dit Montesquieu. C'est-à-dire que Montesquieu n'aurait jamais pu envisager que la vertu soit réalisable dans un grand État moderne. Oui, c'est ça la différence. Oui, ça je comprends bien, parce qu'on a tendance quand même à rapprocher Robespierre de Rousseau et du contrat social, et là il y a déjà la notion de vertu, elle est déjà chez Rousseau. Alors, mais Rousseau est après Montesquieu. On oublie aussi que souvent, on méconnaît Montesquieu, on ignore Montesquieu, on oublie qu'une grande partie de l'œuvre de Rousseau, c'est du Montesquieu. La troisième partie du contrat social est très proche de ce que dit Montesquieu. Il reprend carrément des formules à Montesquieu. Il y a tout de même un problème d'ignorance, hein, si on peut dire. C'est vrai qu'on a comment dire, retenu essentiellement l'œuvre de Rousseau en laissant dans l'ombre celle de Montesquieu, qui est plus difficile à lire. Il faut bien le reconnaître. Mais je dirais que la vertu, la différence entre Rousseau et Montesquieu, c'est que la vertu, évidemment, pour Rousseau, elle est indispensable à tous les gouvernements, quels qu'ils soient. Hein. C'est-à-dire que la monarchie, la démocratie, ce sont des formes de gouvernement au sens moderne du terme. Hein. Ce sont des gouvernements, ce sont des pouvoirs exécutifs. Mais la République, c'est le pouvoir du peuple. Hein, qui est instituée par le contrat social. Donc la vertu, pour Rousseau, elle est indispensable à tous les cas de figure. Hein, alors que pour Montesquieu, elle n'est indispensable qu'à la République, qui est une forme de gouvernement. La différence est là entre les deux auteurs. Hein. Mais sinon, bien des formules qui se trouvent déjà dans Montesquieu se retrouvent chez Rousseau. Puis quand même, la différence capitale, c'est l'équilibre entre les pouvoirs chez Montesquieu, et ça n'apparaît pas dans le contrat social. Et donc il me semble que Robespierre s'inscrit beaucoup plus dans cette tradition. Sur ce plan-là, oui. Tout à fait. Et est-ce qu'il serait vraiment erroné de dire que Montesquieu aurait été du côté des Girondins? C'est complètement erroné. Peut-être, mais non, mais là vous avez raison. C'est vrai que d'une certaine façon, pour Robespierre, les magistrats, ce sont des commissaires du peuple. Hein, donc il reprend effectivement les termes de Rousseau. Non, mais quand il définit la vertu ou quand il parle de la démocratie, il y a vraiment des citations entières qui viennent de Montesquieu. Mais vraiment. Vraiment. C'est au fond comme si la lecture de Montesquieu s'était arrêtée aux 4 premiers livres. 5 premiers livres, disons. Voilà.
À propos de la vertu, qui recouvre donc l'amour de la patrie, l'amour des lois, ça me semble, en particulier actuellement, très très théorique comme possibilité. Et bon, même si l'amour de la patrie a pu vraiment guider des peuples entiers dans le passé, il y a plusieurs siècles, moi je me demande si la vertu, au sens où elle lutterait contre l'intérêt particulier, ne pourrait pas se situer plutôt dans l'esprit de justice, le sens de la justice, ou encore le sentiment de ce qui est humainement acceptable. Par exemple, quand Malraux est parti en Espagne au moment de la guerre civile, et qu'on lui a demandé pourquoi il allait là-bas pour lutter contre Franco, il n'y avait pas d'intérêt. Il a dit parce que c'était inacceptable, intolérable. Donc c'était une réaction immédiate, ce n'était pas la raison, c'était le sens de ce qui était acceptable humainement. Et je me demande si ça n'agirait pas sur plus de monde qu'un amour très théorique des lois. Pour Rousseau, c'est pas théorique. Pour Rousseau, pour Montesquieu, c'est pas théorique, puisqu'effectivement, selon lui, les hommes de l'Antiquité, bien sûr, pour nous, c'est très théorique. Voilà. Mais voilà, les hommes étaient façonnés de telle sorte qu'ils étaient animés par cet amour. Oui. Bon, maintenant évidemment dans les conditions qui sont les nôtres, ça paraît improbable. Alors peut-être qu'il y a un auteur qui permettrait qui est à la fois dans la filiation de Montesquieu et qui permettrait effectivement de réfléchir sur les conditions de la société moderne, c'est Tocqueville. Tocqueville, effectivement, lui, d'une certaine manière, montre bien qu'on ne peut pas restaurer l'Antiquité et lui par contre ne considère pas que le régime qui convient le mieux au temps moderne c'est la monarchie, hein, et il accepte la démocratie, il considère que c'est l'horizon dans lequel effectivement les peuples sont amenés à s'inscrire, mais à ce moment-là il redéfinit la vertu comme une sorte de, je dirais, de sens de l'intérêt général, oui, une conception beaucoup plus faible, hein, de la vertu, oui, un peu, enfin, qui va un peu dans le sens de ce que vous dites, oui. Ouais. Parce que l'intérêt particulier, c'est quand même très fort chez les gens. C'est-à-dire que l'intérêt particulier est aussi effectivement ce qui risque d'après Tocqueville, de détruire ces régimes démocratiques en repliant les hommes sur eux-mêmes. Et c'est ce qui risque de conduire à une forme de dépolitisation, qui est le danger qui guette les sociétés modernes. Hein. Voilà, ça effectivement, vous aurez une réflexion qui, à mon avis, reste assez proche de celle de Montesquieu, mais qui prend acte des conditions effectivement de la société moderne. Oui, dans ces exemples, ça se faisait beaucoup à l'époque, on prenait ce qu'on connaissait, Sparte et Rome, mais il traite le sujet de la politique sur le plan philosophique et pas vraiment mécanique ou historique. Il ne cite pas du tout la féodalité et le système, parce que donc cette structure de la société, cette hiérarchie, et là effectivement on peut parler de grands territoires, mais sur ces grands territoires il y a eu des révoltes. Il y a eu en Angleterre, ça a commencé avec la grande charte qui a été imposée à Jean sans Terre, ça a continué plus tard. En France il y a eu la Fronde, donc je dirais est-ce qu'il néglige ce côté mécanique de... Alors, je vais vous dire, je vais vous répondre d'une part que Montesquieu consacre, mais évidemment, toute conférence est inévitablement limitée, consacre je dirais presque les 8-10 derniers livres
justement à réfléchir sur l'histoire de France, l'histoire de la féodalité. Il n'y a pas meilleur connaisseur de la féodalité que Montesquieu, qui est un partisan de la féodalité. Mais attendez, c'est-à-dire ce qu'il condamne dans l'évolution de la monarchie, c'est sa tendance absolutiste. Au départ, il rappelle que les rois étaient élus par leur père. C'était pas des chefs. Il n'y avait pas non plus de transmission héréditaire des titres et des terres. Il rappelle tout ça. Donc, alors là, je peux vous dire que là, vous avez des livres de Montesquieu consacrés à cette histoire et aux lois qui effectivement étaient celles de ces sociétés, des francs, etc. C'est extraordinairement complexe, hein. Une connaissance absolument gigantesque. Seulement, si vous voulez, c'est toujours pareil. Montesquieu, on ne lit que partiellement. On ne lit en général que les premiers livres. Et puis, bon, ceux qui sont à la fin, c'est vrai qu'ils demandent une érudition qu'on n'a pas. Hein, ou alors, il faut vraiment consacrer beaucoup d'énergie, vous voyez. Ah, mais Montesquieu est féru d'histoire. Il y a plein d'exemples historiques, plein de références historiques. D'ailleurs, le problème de la lecture de Montesquieu, c'est qu'on ne les maîtrise pas. Souvent, on ne les maîtrise pas, on les maîtrise peu. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut se rappeler tout de même qu'au XVIIIe siècle, les philosophes connaissaient parfaitement l'histoire grecque et latine. Hein, c'est vrai que j'en avais une connaissance que nous n'avons plus. Hein. Les grands auteurs latins qui sont cités, d'ailleurs déjà par Machiavel, effectivement, Tacite, Tite-Live, ils sont lus. Connu. Par exemple, Tacite, c'est celui qui va permettre à Montesquieu de réfléchir aux Germains. Hein, parce que n'oublions pas que les nobles de la société féodale française, ils viennent d'où? Ils viennent de l'Allemagne, ils viennent de la Germanie. Hein, ce sont des seigneurs conquérants qui viennent effectivement de l'Est. D'ailleurs, c'est pour ça que très longtemps, les nobles, je dirais ceux qui sont hostiles au régime absolutistes du roi Louis XIII et Louis XIV, eh bien, revendiqueront justement leurs origines franques, hein, ou leur race. Ils utilisaient le mot race, hein, pour, je dirais, faire valoir leur distinction. Ils montraient qu'ils étaient d'une race supérieure, hein, à la plupart de ces hommes, de ces gallo-romains là, qui se trouvaient en France. Hein. Donc c'était Boulainvilliers, tous ces gens-là étaient vraiment des gens qui, je dirais, se revendiquaient de cette histoire contre effectivement l'évolution centralisatrice de la monarchie absolue. Oui, ça c'est une différence importante avec Machiavel, parce que Machiavel est résolument anti-féodal. Il pense que les seigneurs sont que des parasites, qu'il faut se débarrasser au plus vite de ces gens-là. Dire une bonne partie de la violence des procédés que Machiavel semble approuver dans Le Prince, c'est ça. Il ne demande pas qu'on fasse ça au peuple, lui. Il a un modèle, c'est celui de César Borgia, aux fameuses pièces de Caniglia, quand César Borgia convoque tous les seigneurs du coin, puis au fur et à mesure qu'ils arrivent, il les égorge. Bon, alors, ensuite, il dit, au moins, les paysans ont pu vivre tranquillement, ils n'étaient plus pourchassés par tous ces seigneurs de guerre. Alors, c'est pour ça que Machiavel est très anti-féodal. Hein. Par contre, là où il y a une argumentation anti-machiavélienne de la part de Rousseau, c'est dans ses livres sur le commerce. De Montesquieu, hein, parce que là il montre qu'on ne peut plus procéder comme Machiavel. C'est-à-dire que les États, le prince pouvait effectivement utiliser la violence de manière dosée, bien sûr, hein, pour arriver à ses fins. Maintenant, avec l'extension du commerce, il y a des procédés violents qu'on ne peut plus utiliser. C'est-à-dire que la stratégie de Machiavel est datée, elle est périmée, c'est fini. Avec la lettre d'échange, par exemple, on peut effectivement territorialiser la richesse et se mettre à l'abri de la violence des princes, hein, par exemple. Bon, alors là, il y a des chapitres qui sont effectivement, mais alors explicitement écrits contre ce qu'il estime être la conception machiavélienne. Excusez-moi. Mais ce qui est d'ailleurs curieux, c'est que Machiavel n'accorde aucune importance à l'économie. Voilà. Aucune. Ce qui est très curieux, parce qu'il est florentin. C'est quand même eux les inventeurs de la Banque européenne et de la mondialisation de la finance.
parce que les Médicis, grand ennemi des Machiavel, avaient déjà des succursales à Londres en 1450. Hein, vous pouviez échanger des lettres de change justement à Londres par l'intermédiaire de la banque Médicis. C'est-à-dire les procédés qu'on utilise aujourd'hui. Hein. La monnaie virtuelle, ils connaissaient bien, déjà. Et Machiavel, lui, complètement indifférent à cet aspect. Ce qui l'importe, c'est la politique et le pouvoir. Ça, c'est vrai. Moi, ce que je voudrais dire pour Montesquieu, hein, je plaide la cause de Montesquieu, c'est que c'est un auteur très très riche et dont la richesse dépasse finalement les possibilités limitées de la plupart des lecteurs. Non, mais je vais être honnête, hein, parce que c'est vrai que c'est vraiment un grand texte finalement très partiellement connu. Ouais, c'est toujours les mêmes choses qui sont dites sur Montesquieu. Toujours. C'est lassant même. Et c'est toujours le même texte, c'est toujours le texte sur la Constitution d'Angleterre qui est cité, c'est l'esclavage des nègres, etc. C'est toujours les mêmes textes. Et finalement, c'est vrai que l'Esprit des lois n'est pas un texte facile à lire, il faut bien le reconnaître, hein, et que déjà, il y a déjà toute une réflexion sur le développement de l'économie qui n'est pas si simple. Hein. Si vous voulez, c'est l'auteur du début de la mondialisation, hein, Montesquieu. On peut dire les choses comme ça. Il prend conscience du fait que ça y est, on est entré dans un monde où l'Europe n'est plus toute seule. Hein, et où elle risque elle-même d'être menacée par le despotisme. Hein. Donc il y a beaucoup à dire. Et c'est vrai que ce n'est pas un auteur vraiment lu, puisque une fois je suis allé à Beaubourg chercher, je voulais savoir s'il y avait des articles sur Montesquieu. Et alors j'ai cherché dans le rayon philosophie, il n'existait pas. On m'a dit, eh ben non, il faut aller chercher dans le rayon littérature. C'est incroyable. Incroyable. Alors que c'est un philosophe. Bon, alors évidemment, il a écrit les Lettres persanes. Alors les Lettres persanes, c'est le seul texte finalement qu'on lise de Montesquieu. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, vous pourrez dire, par exemple, ce qu'on retient, c'est la fameuse séparation des pouvoirs, qui est peut-être ce qui est de moins original chez lui, parce que la théorie de la séparation des pouvoirs, c'est vieux comme l'Antiquité. Oui, et je dirais que c'est un contresens. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs pour Montesquieu. Il y a la seule fois où il utilise le verbe séparer, c'est pour le pouvoir judiciaire. Il faut qu'il soit séparé des deux autres puissances. Mais ce n'est pas un pouvoir d'ailleurs, le pouvoir judiciaire. Hein, bon, normalement. Mais par contre, les deux autres, puissance exécutive, puissance législatrice, si on regarde bien, elles sont liées. Elles sont liées par un système de poids et de contrepoids. Enfin, si c'était séparé, ils ne pourraient pas effectivement annuler leurs effets. Enfin, et puis chez Locke, il y a déjà ça quand même. Oui. Oui, et puis je dirais même que si on pense à un penseur de la séparation des pouvoirs, c'est plutôt Rousseau. Pour le législatif, l'exécutif sont séparés. Sauf que l'exécutif est tellement subordonné au législatif que c'est là la critique que par avance Montesquieu adresse à Rousseau, c'est que si le peuple détient le pouvoir législatif, et le pouvoir législatif c'est le pouvoir absolu, bon, ben ça veut dire qu'à tout moment l'exécutif peut être avalé finalement par ce pouvoir. On peut très vite tomber dans le despotisme. Il n'y a pas de garde-fou. Mais finalement, Rousseau, oui, parle d'une stricte séparation, la nécessité d'une stricte séparation, qui n'est absolument pas le cas de Montesquieu. Si on regarde le texte sur la Constitution d'Angleterre, il emploie même le terme de liaison, d'enchevêtrement. Enfin bon, il faudrait regarder le texte de près, mais il n'y a pas l'idée de séparation n'existe pas. Ça encore, c'est une sorte de vue superficielle, mais qui a beaucoup qui a déterminé la lecture qu'on en a. Bien, ben, s'il n'y a plus de questions, on va peut-être... je vous remercie de votre attention. Notre invité, et puis on se donne rendez-vous à l'année prochaine.